Évidemment, la sorcellerie m'a beaucoup occupée. Moins la sorcellerie dite exotique, quoique j'y ai trouvé, grâce à mon patron de thèse qui était africaniste, des, des structures techniques extrêmement intéressantes. Vous pouvez m'expliquer comment certains sorciers Babembe du Kivu pouvaient envoyer un serpent à quelqu'un de manière tout à fait assurée. Alors ce qui nous paraît à nous pratiquement impossible était en fait une opération de conditionnement. Il s'agissait de bloquer le serpent dans un bambou creux avec une pièce de vêtement de la personne visée et pendant qu'il est bloqué, de le torturer. Donc de passer au-dessus du feu, piquer le serpent à travers des trous dans le bambou. Et dès lors, après cette séquence de torture, quand on relâche le serpent, il fonce droit sur l'odeur du tissu qui était avec lui dans le vaisseau en bambou où on l'a enfermé. Donc, c'est une sorcellerie très rationnelle. Et ça, c'était tout à fait intéressant. Maintenant, la question de la sorcellerie en Europe m'intéressait aussi beaucoup, à la fois parce qu'elle couvre une longue période de l'histoire et qu'on peut se demander jusqu'à quel point elle avait une existence séparée de la culture dans laquelle elle s'est développée. Les travaux de Jeanne Favre-Sada à cet égard-là ont été très révélateurs. Ils ont montré que non seulement elle avait une existence bien marquée dans les cultures européennes, mais qu'elle subsistait. Donc qu'elle était extrêmement résistante et qu'elle permettait de mettre en évidence les points essentiels qui intéressaient les sorciers et les ensorcelés, c'est-à-dire moins la présence du diable, dont ils n'avaient finalement pas grand-chose à faire. Ça, c'est plutôt une projection des inquisiteurs. Eux étaient intéressés par tout ce qui concernait les questions d'amour, de puissance et d'impuissance pour les hommes, de fécondité ou d'infertilité pour les femmes, les questions de rapport de nourriture, la production de lait, la production des champs, les maladies, les soins qu'on pouvait y apporter, qu'on pouvait prendre aussi pour les prévenir, toutes les pratiques rituelles pour préserver les bâtiments où on vit, pour empêcher les incendies, pour fuir la foudre. Donc il y avait là un noyau d'intérêt pour ce qui est finalement capital pour un humain, se nourrir, se reproduire et assurer sa protection physique par la construction de bâtiments dans les endroits où c'est nécessaire. Et ça, c'était vraiment, ça m'a vraiment beaucoup intéressé, comme m'a beaucoup intéressé le fait qu'il subsistait des guérisseurs dans nos régions, comme il en existait en Normandie dans les années 70, que ces guérisseurs exerçaient toujours, qu'ils avaient une clientèle importante, et même des spécialisations, parce qu'il y a par exemple chez nous ce qu'on appelle des coupeurs de feu. Et les coupeurs de feu travaillent aussi bien pour les incendies que pour ce qui peut passer pour un incendie, c'est-à-dire une crise de zona ou des traitements du cancer par rayon X. Là aussi, si on fait appel à eux, visiblement, ils sont capables d'une certaine efficacité, quoi qu'on dise. Et donc, c'était très, très intéressant de voir ces personnes qui se cachent, dont les conjoints parfois les conjurent de ne pas parler, et qui pourtant ont une clientèle importante, qui vient les consulter et qui dit sans se cacher après, vous savez, ça m'a fait du bien. Moi-même d'ailleurs, petite fille, j'ai souffert de ce qu'on appelle des verrues à la plante du pied qu'on attrape dans les piscines. Et après avoir essayé de les soigner de toutes les façons, ça ne partait pas. Et donc, ma maman m'a emmenée chez une vieille dame du fond du village qui a traité ses verrues en les signant avec un poireau sectionné qu'elle nous a dit, et des prières, qu'elle nous a dit qu'elle allait enterrer dans son jardin, en disant ça partira quand le poireau pourrira. Et tout est parti. Alors, j'y allais avec un certain scepticisme, même si j'avais 11-12 ans. Et puis, voilà, ça marche.
Mais on voit là aussi que les coupures entre les parties du monde ne sont pas du tout disposées de la même façon, puisque le coupeur de feu coupe aussi bien l'incendie que le zona. Il agit aussi bien sur le monde non humain que sur le monde humain, y compris sur le monde le plus technicisé, celui des soins par radiothérapie. Donc, ils se sont adaptés. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, c'est vrai, mais ils sont souvent les premiers à le dire. Lorsque vous les rencontrez, ils disent, bon, on va essayer. Si ça va pas, voilà. Et ça aussi, c'est un scepticisme vis-à-vis de sa propre pratique qu'on ne rencontre pas souvent dans la médecine classique, qui généralement est très assertive, on va faire ça. Et je dirais même si on s'aperçoit après qu'on s'est planté, on ne le dit pas volontiers. Et pourtant, ça arrive. La médecine, c'est quand même aussi l'art de guérir. Et très, très souvent, nos praticiens le perdent un peu de vue. L'art, c'est imprécis. Ça ne donne pas toujours ce qu'on attend. Alors, donc, j'ai travaillé avec des étudiants qui faisaient des mémoires sur les sorciers, ce qui n'est pas toujours facile, parce que, justement, c'est un sujet extrêmement discret. Je suis même absolument persuadée qu'il y a au moins une de mes étudiantes qui a complètement inventé son terrain. Mais bon, je n'avais pas le moyen de le prouver. Et donc, c'était pas simple à gérer. Et puis, j'ai continué à travailler là-dessus par l'intermédiaire d'une de mes doctorantes qui, en fait, était une personne déjà en fin de carrière et qui faisait un doctorat plutôt pour couronner toute sa connaissance. C'est Françoise Lempereur, qui est une grande spécialiste du patrimoine matériel et immatériel wallon et qui a travaillé beaucoup avec le musée Ampicon-Rue à Bastogne. Et donc là, il y a eu un catalogue qui était vraiment un catalogue raisonné avec beaucoup de textes qui a été fait pour une exposition consacrée aux croyances populaires et à la sorcellerie. Et là, je me suis chargée de ce qui concernait les rituels de prévention, justement, comment agir avant que le pire ne se soit produit. Et on se rend compte à quel point c'est vivace, c'est incorporé. Les gens le font parfois même sans plus très bien savoir pourquoi ils le font. Des bouquets de certaines herbes dans les étables, par exemple, si on leur demande, ils ne savent plus nécessairement. Par contre, ils savent pour l'usage des saints guérisseurs. Et là, c'est intéressant parce que la chrétienté avait d'une certaine façon unifié le paysage des croyances. Il n'y avait plus qu'une croyance unique, un Dieu unique. Bon. Et en donnant droit au saint guérisseur, elle a refragmenté tout son paysage de croyances, avec un bénéfice pour elle néanmoins, la religion chrétienne, c'est que elle reprenait le terrain sur les arbres, les sources, les lieux qui étaient puissamment investis par des non-humains païens. Et donc là, elle faisait coup double. On mettait une petite croix au-dessus du menhir, une chapelle à côté de l'arbre à loques, une chapelle à côté de la source miraculeuse, et l'affaire était dans le sac. Mais ça n'a pas tué l'arbre à loques, ça n'a pas tué la source miraculeuse, et ça n'a pas tué non plus les transferts de guérison entre humains et non-humains, puisqu'on consulte généralement les mêmes saints guérisseurs pour les vaches et pour les gens. C'est au même qu'on fait appel si une femme a des problèmes au sein ou n'arrive pas à allaiter, ou si une vache a des problèmes au pis. Et donc, on consulte le même saint guérisseur. Donc, c'est intéressant de voir que ce monde fragmenté et discret est toujours là, sourd, en dessous, et qu'il n'est pas ridicule, évidemment. C'est déjà très gênant d'en parler en termes de croyance, parce qu'en réalité, c'est toujours l'autre qui croit. Quand on parle de la croyance, on disqualifie celui qui croit au profit de celui qui sait. Et moi, je pense que ces gens ont des pratiques, ils font des choses. Et donc, ce n'est pas seulement de la croyance. Ce sont des formes de techniques et d'associations qui tiennent à l'analogie, au moins autant qu'à la rationalité moderne, mais ça y tient. Mais je n'ai pas poursuivi au-delà les travaux sur la sorcellerie que j'avais en fait entamés beaucoup plus tôt,
au moment du colloque sur la sorcellerie qui avait lieu en 85. Et là, en 85, déjà dans ma perspective homme animal, j'avais travaillé sur le cas des loups-garous, des lycanthropes, et retrouvé le fameux cas exhumé par Ginsburg, qui est un cas fabuleux, parce que c'est au XVIIe siècle, en Allemagne, un vieux monsieur que l'on arrête pour sorcellerie, et qui dit je ne suis pas sorcier, je suis loup-garou, je suis un chien de Dieu. Et on se rend compte qu'il y a alors clivage. Les lycanthropes n'étaient pas du tout les monstres qu'on dessine au cinéma, ça n'avait rien à voir avec ça. C'était des personnes qui accomplissaient des rituels calendaires et donc qui sortaient à des moments clés de l'année, au printemps, au moment plus ou moins de ce qui va devenir les carnavals, et qui sont associés avec le vêtement d'Arlequin dont parle Starobinski dans les courses sauvages, qui sortent aussi plus ou moins à l'époque d'Halloween, donc qui encadrent l'hiver, la sortie de l'hiver et l'entrée dans l'hiver, et qui veillent à ce que les choses s'accomplissent pour le mieux, pour la fertilité des sols et des gens, de manière très, très cohérente avec ce que je disais tout à l'heure de la sorcellerie européenne. Les choses essentielles. Mais ce qui est fabuleux, c'est de mesurer que ce vieil homme peut encore parler de ça en plein XVIIe siècle, avec beaucoup de cohérence, alors que au XVe, XIVe, les inquisiteurs ne comprennent déjà plus rien. Et les questions que posent les inquisiteurs sont des questions cartésiennes avant la lettre. Ils demandent comment peut-on faire entrer le volume d'un homme dans le corps d'un loup. Ça n'a évidemment rien à voir. Ils sont à milieu de la pensée de la métamorphose. Et ça semble indiquer qu'il y a bien eu en Europe aussi un stade animique. La seule chose qui me gêne dans cette suite, c'est-à-dire animisme et analogisme ensemble, et puis analogisme et naturalisme ensemble, et puis retour vers l'analogisme, ce qui me gêne, c'est qu'on pourrait, et à mon avis ce serait une lourde erreur, placer les ontologies de Philippe d'Escola en pyramide. Or, c'est tout sauf une pyramide. Leur force, c'est qu'elles sont de plein pied les unes avec les autres. Or, ici, je pense que c'est simplement des jeux de transformation qui font que très longtemps, les choses continuent à se côtoyer, même quand les intellectuels ou les puissants ne savent plus ce que disent les gens du peuple, ne comprennent plus. Mais c'est toujours là. C'est là en sourdine, mais c'est là. Et donc, c'est clairement, à mon avis, une question de cohabitation des ontologies et pas de succession des ontologies. D'ailleurs, en réalité, elles cohabitent toujours à l'heure actuelle. Enfin, je veux dire, je parle à mon chien tous les matins, je vois plus ou moins s'il est de bonne humeur, ou à un chat, ou on leur donne un nom, on voit leur état d'esprit, et on ne délire pas. On ne le dirait sans doute pas à nos collègues biologistes, mais c'est comme ça. On ne croit bien sûr plus à l'astrologie, mais si la radio diffuse un horoscope le matin, on se dit « Oh, j'y crois pas ». Qu'est-ce qu'ils disent à mon propos à ce sujet? Bon, d'une oreille distraite, et paf, on est en pleine analogie. Et puis par ailleurs, on croit aux sciences dures, on croit aux lois de la nature, donc on est aussi naturaliste. Et peut-être même certains attachements aux lieux peuvent-ils se raccrocher à des formes de totémisme. Mais tout ça cohabite. Et ça cohabite à l'intérieur d'une même personne. Ce ne sont pas des couches sociales qui appréhendent le monde de façon différente. Ce sont les circonstances qui nous amènent à réagir pratiquement de façon différente, en fonction du vis-à-vis qu'on a en face de nous, du milieu dans lequel on est. Donc tout ça est extrêmement mobile, souple, et c'est ce qui m'intéresse dans ce travail-là. C'est pas le système, c'est la façon dont le système bouge. Bref, je dois sans doute être encore une forme de structuraliste attardé. Mais très pragmatique aussi. Voilà, je crois que pour la sorte... Ah non, excusez-moi, il faudra couper. Tout ce qui concerne la sorcellerie et ce côté limitrophe de ces formes
de rapport au monde, ça jouxte aussi chez moi tout l'intérêt pour les formes limitrophes aussi que sont la folie, toutes les formes d'altérité. Euh, à ce moment-là, je m'y intéresse aussi beaucoup en me posant des tas de questions. Qu'est-ce que c'est vraiment, enfin, des questions qu'on se pose encore tous aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est vraiment la folie et qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre? Elle est différente selon les endroits du monde, selon les époques auxquelles on la considère. Il y a des catégories qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Par exemple, j'ai tout récemment appris par un jeune collègue que la catégorie borderline apparaissait seulement depuis quelques dizaines d'années, enfin, était en train de se constituer sans vraiment encore avoir d'existence. Elle a d'existence dans la clinique, mais elle n'en a pas encore vraiment dans la nosographie. Donc c'est intéressant aussi de voir comment de nouvelles formes de troubles apparaissent à un moment donné. C'est d'ailleurs un trouble qui intéresserait sans doute Olivier Servet parce que c'est un trouble qui est en rapport avec le corps et avec la possibilité de le rendre concret d'une certaine façon. Il faut l'enserrer, c'est un corps qui devient virtuel, donc c'est pour ça que je pense que ça l'intéresserait.